Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Astro Bistro qui est un peu différente des précédentes car nous l'avons intitulée Les dangers de la prévision. Pourquoi ce titre? C'est parce que peut-être pas toutes les semaines, mais trop souvent à notre goût, nous recevons beaucoup de témoignages de personnes qui ont été voir un astrologue, qui ont lu des prévisions sur un site internet, voire même qui ont été conseillées par d'autres thérapeutes ou qui ont vu un médium, enfin tout ça et qui restent avec une angoisse majeure de quelque chose qui leur a été dit à un moment donné. Et c'est quelque chose qui nous met à la fois en colère contre le manque d'éthique de certaines personnes qui assènent des prévisions qui sont plus des prédictions que des prévisions, on y reviendra, et qui traumatisent d'une certaine manière, les personnes qui sont venues en toute confiance et ça nous rend aussi tristes pour ces personnes qui, vivent dans une angoisse pas pensable et pas acceptable juste pour quelques mots. Cela vous paraît peut-être excessif dit comme ça, je vous assure que ça ne l'est pas. Durant une consultation, il y a toujours un rapport de pouvoir qui s'établit inconsciemment entre le praticien et son client. Et parfois, les dires de l'astrologue deviennent paroles d'évangile. Et cette parole a un impact qui n'est pas toujours évident à évaluer. Alors, on ne fait pas le procès de mauvais astrologues, ça n'est pas l'idée parce qu'en fait, ça n'est jamais simple de conseiller quelqu'un. L'astrologue qui est en face peut avoir un mot malheureux. Je pense que ça nous est arrivé à tous de croire bien faire aussi et de ne pas avoir employé le bon mot, qui n'est pas interprété de la même façon selon si la personne est lunaire, cancer, très sensible, si elle est scorpion, plutonienne est capable de tout entendre. Parfois, voilà, une erreur malheureuse, une maladresse ou de l'inexpérience, simplement, une mauvaise connaissance des choses, ou alors simplement un astrologue qui est trop sûr de lui. Tout ça peut avoir une conséquence sur la vie des gens durable, profonde, ancrée, et ça n'est pas pensable aujourd'hui. Donc notre but avec cette vidéo, c'est à la fois de vous rappeler quelques bases sur la prévision, sur comment choisir son astrologue aussi et comment dédramatiser, relativiser si jamais vous avez été victime d'une de ces prévisions qui vous trotte encore aujourd'hui dans la tête et qui vous inquiète. Déjà, pourquoi on parle de ce sujet? C'est que pourquoi les personnes consultent? Elles consultent souvent parce qu'elles ont une certaine fragilité, une faille, parfois une douleur, un questionnement qui va les pousser à consulter. Avec, parfois, est-ce que je vais avoir un enfant? Est-ce que je vais perdre mon emploi? En ce moment, je suis au chômage, est-ce que je vais trouver facilement? Ma mère est malade, est-ce qu'elle va aller mieux? Vous voyez? Des questions qui fragilisent quand même souvent la personne. Alors, il y en a qui consultent juste pour savoir, mais globalement, on est un petit peu en position vulnérable quand on va voir un thérapeute. C'est vrai pour un psychologue, hein, aussi. C'est pourquoi la personne qui est en face a une réelle responsabilité sur l'impact, de ces conseils. Ça demande de l'humilité, ça demande de la bienveillance, une écoute et un sens psychologique. C'est pour ça que sur Astro Bistro, nous, on fait de l'astropsychologie. Parce qu'aujourd'hui, quand on conseille quelqu'un, on doit le faire impérativement avec un vrai sens psychologique. C'est essentiel, ne serait-ce que pour bien comprendre la personne que l'on a en face. Et ça nous permet aussi de mieux comprendre nous et le thème de la personne et les prévisions, comment elles vont s'appliquer. Il est évident, on le verra, que le même transit d'une même planète sur des personnes différentes ne donnera pas du tout la même chose puisque ce n'est pas la même personne. Donc, il faut avoir conscience effectivement de ce rapport de pouvoir qui est là parfois pas consciemment, mais qui est là de fait entre une personne qui est un peu vulnérable et une personne qui va parler et qui va donner son avis. Alors, comment faire déjà? À qui croire? À qui se fier? Comment relativiser ce qui a été dit? Avant d'en parler, on va faire des petits rappels sur ce que l'astrologie n'est pas. Alors déjà, ça a l'air évident, mais l'astrologue, ça n'est pas un site internet. Là, on va penser à des sites comme Astrothème, qui sont par ailleurs très bien faits, mais qui vont générer des prévisions selon un algorithme. Et on n'est pas un algorithme. Chaque personne est unique. On ne peut pas avoir une réponse comme ça, entre guillemets, un peu préfabriquée, qui collerait à tout le monde. Regardez un peu ces témoignages.
J'ai lu que j'allais perdre mon enfant sur un site. J'ai pleuré, j'ai eu des angoisses à presque aller voir mon fils respirer toutes les nuits. Surtout que j'ai lu dans son thème un truc sur la mort avec de l'eau. Résultat, il a 7 ans, il est le seul à ne pas savoir nager tellement j'ai eu peur. Toute la famille du côté de mon père est morte d'un truc et j'ai eu beaucoup de morts très proches. Cette révélation, c'était le pompon, je me suis sentie maudite. Peut-être que vous allez trouver que c'est extrême de réagir comme ça, mais si on se met à la place d'une maman déjà inquiète de nature, déjà anxieuse puisque dans sa famille il y a eu des problèmes et qu'elle lit quelque chose comme ça, on imagine la vie qu'elle va mener, cette angoisse qui va être encore plus extrapolée et ce petit garçon qui va aussi en subir les conséquences puisque finalement à 7 ans, il sait toujours pas nager en attendant. Donc ça, c'est effrayant. C'est effrayant à quel point ce qui a été lu a été, est rentré dans ses veines comme du poison. Ici, j'angoisse beaucoup à propos de transits inquiétants en mars que j'ai lus sur AstroThem dans mes transits de l'année. Ils indiquent une grosse tension avec ma famille, mon travail, une blessure importante aux mains ou aux bras, bref. Et tout ça m'angoisse depuis 6 mois. C'est quand même beaucoup 6 mois à vivre que dans cette angoisse-là. Et le troisième, qui est peut-être aussi un des pires, j'ai lu le thème de ma fille qui a 15 mois sur AstroThem, donc un bébé, hein, 15 mois. Et il a l'air assez sombre. Laissons-la grandir, cette pauvre enfant. Notamment, ce qui m'inquiète, c'est Lilith Vrai à 16,47 du Gémeaux en maison 9. Il est décrit que c'est un degré de mauvais augure. On devient un fardeau pour sa famille à la suite d'un accident causé par maladresse, etc. Bon, c'est pareil, vous voyez à quel point ça va rentrer dans l'esprit et quelque part, elle regardera plus sa petite fille qui n'est qu'un petit bébé de la même façon et ça va induire indirectement son comportement. Elle va avoir l'impression qu'elle est maudite. Vous imaginez bien que toutes les personnes qui ont, Lilith à 16,47 du Gémeaux et Dieu sait s'il y en a dans le monde, non ne sont pas toutes maudites. On est ici dans quelque chose qui a été pris hors contexte alors qu'un thème, c'est une globalité comme une carte d'identité. C'est pas un petit degré qui fait foi, c'est tout le thème. On a lu, je sais pas combien de fois que, par exemple, le 29e degré Poisson pouvait être aussi un degré problématique. Prenez Astrothème justement et regardez 300 thèmes avec, une lune à 29 degrés Poisson de personnes qui ont très bien vécu. L'astrologie, ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça, ça n'est pas un petit élément pris à part et qui vient surtout, quand on voit les degrés en symboliques qui est à la base de ça, des choses qui viennent d'un autre âge. Les gens, on va y repenser. Donc, ça a l'air d'aller de soi, mais bon, quand même, on vous rappellera que, un site internet, voilà, les prévisions automatiques des sites ne sont que des généralités dont la véracité est plus ou moins discutable et que chaque personne, chaque thème est unique, s'interprète dans la globalité et surtout en échangeant avec la personne, en connaissant son histoire, en sachant comment elle vit, comment elle a vécu. C'est pas un jeu de devinette, l'astrologie. Si ça devait être une science, l'astrologie, ce serait une science humaine aussi imparfaite que la psychologie. C'est bien pour ça que la marge d'erreur est importante. Donc, si le bon astrologue n'est pas un site internet, pitié, ça n'est pas non plus un vieux livre ancien avec une faute, désolée. Bien sûr, l'astrologie s'appuie sur un patrimoine culturel, depuis Ptolémée en passant par Hadès, Antarès, etc. Mais ces livres sont essentiels, mais il ne faut pas oublier que du temps de Ptolémée, on ne s'encombrait pas de psychologie. En plus, à cette époque-là, la plupart des planètes lentes n'avaient pas été encore vraiment découvertes. Donc, depuis, Dieu merci, la psychologie est arrivée et on sait que, heu, qu'il peut y avoir une expression symbolique, une application symbolique de ces planètes. Type, Pluton, c'est pas forcément la mort, ça peut être la transformation, je le dis parce que dans notre vidéo sur la maternité, on a repris des textes anciens, d'Antarès et de Hadès, qui disaient qu'avec Saturne en 5, on pouvait être stérile ou qu'avec Pluton en 5, on pouvait faire des fausses couches. Bon, Dieu merci, c'est plus le cas. Et aujourd'hui, on a suffisamment de banques de données pour vérifier que ça n'est pas le cas, en prenant 300 thèmes, encore une fois, de personnes qui, avec ces placements, ont très bien vécu. Je vous donne un exemple d'un vieux livre que j'ai trouvé du 18e. On va vous dire que quand vous avez Vénus en mauvais aspect avec Mars, vous avez un goût pour les réalisations artistiques grossières, surtout en peinture et en sculpture. C'est très précis, avec des couleurs criardes, plaisir à provoquer du scandale, tendance sexuelle pervertie, violente, antagonisme entre le plaisir physique et le plaisir affectif. Chouette. Mais il y a encore des astrologues aujourd'hui qui font s'appuyer sur ces écrits, qui sont capables de vous faire
une prédiction qui va se poser là-dessus, et qui va vous dire que, bah, votre petite fille de 15 mois, pour reprendre l'exemple d'avant, va être pervertie. Et en plus, des goûts, de sculpture pourris. Mais bon, heu, je voilà, on vous prend un exemple un peu excessif pour que vous compreniez à quel point il faut se distancer de tout ça. Donc oui, l'astrologue effectivement, on aura compris, il est d'abord, humain, mais pour autant, comment on le choisit? Et ça, il y a pas de réponse unique parce que déjà ça dépend de votre personnalité, de comment vous êtes. Est-ce qu'il faut prendre forcément un astrologue ultra connu? Pas forcément. Est-ce qu'il faut prendre un astrologue, très jeune et bienveillant? Pas forcément non plus. Donc on va voir un petit peu, comment on fait parce que chaque personne est différente, mais j'ai envie de dire que le premier critère, c'est toujours le feeling, mais on va quand même vous donner quelques petites pistes de choses qui doivent vous mettre la puce à l'oreille si vous êtes face à un astrologue, qui correspond pas à l'éthique qui devrait exister dans ce métier. Et surtout, surtout, on va insister sur comment prendre de la distance par rapport à des prévisions qu'on vous aurait faites si vous avez été, «victime» entre guillemets, de prévisions un peu trop, hardcore et qui ressemblent plus, comme on dit, à de la prédiction, c'est-à-dire à quelque chose de fataliste qui va s'appliquer à tout prix, en vous donnant à la fin quelques thèmes d'exemples de transits épouvantables qui se sont très bien passés, chez quelqu'un. Donc, rappelons-nous quand même de l'essentiel, hein, c'est que, il est, il est impossible de prédire des événements précis en astrologie. Bon, ça, c'est vraiment important. C'est un climat, c'est des possibles qu'on identifie. On ne peut pas prédire un événement précis. Alors le médium, lui, le fera, mais pas l'astrologue, si c'est un vrai astrologue. Donc au mieux, c'est un climat, des périodes à risque, des périodes positives ou des périodes dangereuses. On vous dira qu'effectivement, il est peut-être pas bon de, de faire une opération à telle période, il est peut-être mieux d'attendre une semaine, ce genre de choses. Les climats, on les connaît. Et partant de cet état de fait, bah, forcément, il faut se méfier de ceux qui ont l'air hyper assurés. Vous dites: «Ouais, il a l'air de savoir de quoi il parle». Pas forcément. Le bon astrologue, il ne cherche pas le sensationnel. S'il se met trop en avant, c'est louche. Son travail, c'est pas de se faire briller, c'est de vous aider. Donc il doit avoir de l'humilité. Il n'a pas peur de dire qu'il ne sait pas, comme un médecin qui vous dit: «Bah, là, je sais pas, je préfère demander à un expert». Je trouve que c'est plus rassurant que le médecin qui fait semblant de tout savoir. Donc l'astrologue, il doit être en retrait, totalement à l'écoute de la personne qui vient le consulter. Il est suffisamment investi comme cela, il n'a pas à en rajouter en faisant son numéro et en vous disant: «Ah là, je sais, il va se passer ça». S'il fait ça, s'il joue au gourou qui sait tout, il devient dangereux et ça veut dire qu'il n'a pas résolu ses problèmes d'ego et on vous donnera des exemples. Donc Confucius disait: «L'humilité est la base solide de toutes les vertus». C'est pas nous qui le disons, c'est Confucius. Bon, petit rappel, hein, aussi, être bien attentionné ne suffit pas. Il y a beaucoup d'astrologues qui sont dans la bienveillance et je trouve ça très bien, c'est essentiel, hein. Nous, c'est ce qu'on fait aussi, mais ça fait pas tout. Parce que même quand on est attentionné, on peut faire des erreurs. Quand vous parlez d'un mot malheureux, du mot qu'il faut pas dire et qui est mal interprété parce qu'on n'imagine pas le cheminement que ça peut avoir dans la tête de quelqu'un. Je me souviens de, ma mère qui était astrologue, qui avant Zoom, écrivait, par écrit et avait mis pour un de ses clients, période super positive, plus, plus, plus. Et une semaine après, la personne l'a rappelé en pleurs en disant: «J'arrive plus à dormir depuis que vous m'aviez dit que j'allais mourir», interprétant ces petits plus, plus comme des croix de cimetière. Vous voyez? C'est quelque chose à laquelle on n'aurait pas pensé, mais qui est mal interprété et ça arrivera toujours. Et puis surtout, il faut de l'expérience. On est astrologue à tout âge. Avec Audrey, on a commencé, jeune, mais c'est pas pareil avant 29 ans, par exemple, quand on n'a pas passé son premier cycle de Saturne, parce qu'on a quand même besoin de vivre nous-mêmes certains transits pour pouvoir conseiller, des personnes sur des, transits majeurs. Autant vous dire que celui de la quarantaine est majeur. Donc on ne devient pas non plus astrologue en 2 3 ans. Il faut se méfier des astrologues qui mettent, certifié astrologue avec, une formation soi-disant qualifiante, ce qui n'existe pas vraiment de 6 mois. La plupart du temps, un astrologue a fait une formation du type un cursus comme l'école d'Agapé, des associations comme l'AA, comme le MAN qui existent, c'est au moins 5 ans. En général, c'est 4 à 5 ans, un cursus sans parler de la pratique qu'il faut derrière. Il existe le site de la FDAF, Fédération, hein, des astrologues francophones, qui recense déjà nombre, d'astrologues,
qui correspondent et qui répondent à une sorte de charte éthique. C'est pas infaillible, mais c'est déjà une garantie d'éthique un peu pas trop douteuse. Alors revenons à l'astrologue qui donc est humain. Voyez ce que l'astrologue humain ne fait pas forcément mieux qu'Astrothème. J'avais envie de revenir vers vous après un entretien hier avec un astrologue qui m'a dit des choses concernant ma fille. Il m'a dit plus tard qu'elle serait sexy. Je cite, un aimant un mec et qu'elle allait tous les exciter. Alors là, l'enfant en question, la petite fille en question, elle a 1 an, même pas. C'est-à-dire qu'on parle d'un bébé. Et l'astrologue qu'elle consulte lui dit que ça va être une fille sexy, un aimant un mec et qu'elle va tous les exciter. On est en train de sexualiser un bébé. Mais elle saura, voilà, elle saura s'imposer. Pour moi qui étais assez victime, ça m'a beaucoup inquiétée et c'est la fin qui m'inquiète aussi moi. J'ai peur que le mal soit fait et qu'avec ses propos, il change le regard que j'aurai sur ma fille. Vous voyez comme c'est terrible? On va faire le thème d'un petit bébé pour un peu connaître les grandes lignes, comment on peut l'accompagner, l'aider, puis nous on fait aussi des thèmes d'enfants. Hein, c'est aussi comment l'accompagner, conseiller les parents. À aucun moment il faut être intrusif dans la vie de cet enfant-là et encore moins, sexualiser un bébé. Enfin, on était absolument, horrifiés. Surtout que le thème de la petite fille, on l'a vu. Alors certes, elle avait Vénus en Scorpion, mais si toutes les Vénus en Scorpion de la planète devaient être des aimants à mec qui excitaient tout le monde en étant trop sexy, ça se saurait. Surtout que cet enfant avait une lune Saturne et avec Saturne et la Lune, on parlera beaucoup plus de pudeur et de réserve que d'aimant à mec. Peu importe, ça ne se dit pas, ça n'est pas vrai et ça n'est pas comme ça que l'on analyse un thème, le thème d'un enfant. Regardez aussi cette partie-là. Ça me rappelle une séance avec un astrologue qui, alors que j'étais en pleine dépression, m'avait dit de me faire belle pour trouver quelqu'un parce qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Le tout dit avec une aisance déconcertante, alors je me demandais vers quoi me diriger et me concentrer pour améliorer mon état de santé. Vous voyez, vous êtes dépressif, hein, donc au fond du trou, et là, l'astrologue vous dit: «Bah ouais, mais en même temps, vu votre tronche», c'est ça qui est dit quelque part, hein, faudrait vous arranger. Bon, ben là, on est exactement dans ce qu'on disait avant. Il y a une problématique de projection qui est faite. On a envie de dire, c'est vrai qu'on a là-bas, là, on est dans des cas où je vais paraître un peu féministe, mais on est dans un cas vraiment de projection de quelqu'un qui n'a pas réglé son propre problème avec les femmes et qui le fait rejaillir sur ses patients, peut-être sans s'en rendre compte, peut-être à bon escient, mais l'effet est grave. On ne dit pas à quelqu'un de dépressif: «Fais-toi belle!» C'est pas ça qu'on attend, c'est ça s'appelle un jugement de valeur. À aucun moment, c'est une prévision. Donc bon, voilà, ça nous a mis un peu en pétard, mais on en a beaucoup des choses comme ça et on ne se rend pas compte à quel point le mal peut être fait. Il y a une vraie responsabilité derrière entre cette personne dépressive qui va l'être encore plus parce qu'elle va se sentir moche, comme si elle avait besoin de ça, et cette maman qui était déjà sans doute un peu inquiète et qui est prête à ne plus regarder sa fille pareil parce que quelqu'un lui a dit ça. Ouh, au secours! Le bon astrologue, c'est avant tout un psychologue. On le répétera jamais assez, mais nous sur Astro Bistro, on fait de l'astropsycho. Mais même si on ne fait pas de l'astropsychologie, admettons que vous ayez préféré un astrologue karmique, que vous ayez préféré un astrologue, humaniste, son sens psychologique est essentiel. C'est comme quand on va voir un médecin, enfin, il y a des choses, toute chose ne devrait pas être bonne à dire. Donc un bon astrologue ne doit pas faire de projection, pitié. Il faut se rendre compte que parfois c'est de lui qui parle, hein. Comme on a eu aussi quelqu'un une fois qui nous a dit, «Ah mais vous savez, c'est pas très grave si on n'a qu'un enfant», à une personne qui cherchait à avoir un deuxième enfant. Bah, ça, c'était ce et qui dit: «Tenez, moi, j'en ai eu qu'un». Bah, oui, mais on s'en fout, en fait. On n'est pas pareil. Si pour la personne, c'est vital d'en avoir un deuxième, il y a pas de jugement de valeur à apporter. Il faut se concentrer sur ce qu'on lit dans le thème et essayer de l'interpréter en fonction de la personne qui est en face. C'est donc un dialogue avant tout. Parce que s'il y a pas ce dialogue, bah, c'est des projections, de l'interprète parce qu'on fait tous des projections, c'est humain. D'ailleurs, Bouddha disait: «Tout ce qui te dérange chez les autres, c'est seulement une projection de ce que tu n'as pas résolu en toi-même». Voilà, pour le cas des conseils qui ont été donnés avant par cet astrologue. Heu, mais bon, on va être humbles nous aussi, hein. Je pense qu'on le fait tous dans une certaine mesure. À nous de faire au mieux pour se mettre en retrait, pour éviter de projeter. Chez nous, il est essentiel de comprendre qu'on est capable de donner des conseils à une personne qui ne sont pas des conseils que nous-mêmes, on suivrait.
Par exemple, pour quelqu'un qui va très mal, on va conseiller plus aux neptuniens, Poissons, d'aller voir un hypnothérapeute parce que lui, c'est dans l'inconscient qui va fonctionner. Alors que, peut-être que le saturnien ou que surtout le plutonien, lui, il préférera un psychologue, un psychanalyste pour se confronter aux choses. On va pas donner les on est voilà, je dis souvent, l'astrologue, c'est un aiguilleur du ciel qui va conseiller, aiguiller vers d'autres personnes, d'autres compétences en fonction de qui est la personne. Donc l'échange est essentiel et d'ailleurs, pour revenir sur quelque chose pour terminer là-dessus, la prédiction, elle peut être autoréalisatrice et elle agit comme un mauvais sort. Donc, dans Voyance, la voyance et l'inconscient, Élisabeth Laborde de Notal disait: «Quand une prédiction agit comme un sort, sa victime en a quelquefois conscience tout en étant incapable d'agir autrement que ce qui était annoncé, malgré ses efforts pour relativiser les propos prédictifs, pour les analyser, pour les désintriquer». Cette impossibilité de réagir peut s'expliquer. Le consultant est en état de vulnérabilité lié au fait qu'il est en demande et cet état s'accompagne d'une modification de la conscience qui peut s'apparenter à une transe hypnotique légère. Dit autrement, si on vous dit que vous allez avoir un accident de voiture, ce que sera plutôt un médium qu'un astrologue normalement, hein, mais bon, mais donc voilà, qu'on vous dit que vous avez un accident de voiture, même si vous n'y croyez pas du tout, vous ressortez en disant: «Pff, c'est des bêtises» et que vous avez de l'esprit critique, et ben, quelque part dans votre inconscient, c'est noté et la probabilité que vous ayez un accident devient supérieure à celle qui aurait été si vous n'étiez pas au courant, ou si vous ne vous avez rien dit. Et ça, c'est quand même, essentiel de comprendre à quel point, ça peut agir. Et ça, je le dis pour les personnes les plus critiques. Mais j'ai eu des cas, une fois, il y a une femme qui me disait: «Alors quand je vais mourir dans le crash du Paris-Rio», parce qu'un voyant lui avait dit ça. Et moi, en bon taureau, avec Audrey, on est très terrienne, on se dit: «Mais à quel moment cette femme ne se dit pas qu'elle peut ne pas monter dans l'avion?» Bon, c'est pour rire, mais c'est pas drôle, en fait, hein. Parce qu'effectivement, c'est là qu'on comprend le rapport de pouvoir que peut avoir un astrologue sur la personne qui vient le voir, même si elle est très bien intentionnée. C'est ça qui est important à comprendre. Même si la personne paraît gentille, les erreurs sont faciles à faire et vont s'imprégner dans l'inconscient. On va vous donner déjà quelques contre-exemples. On va faire un focus sur Pluton parce que c'est dans les transits des astrologues, c'est souvent Pluton qui pose problème. Parce que Pluton, c'est la planète, c'est le dieu de la mort et des enfers. Il est toujours redouté dans ses transits car on s'attend plutôt au pire qu'au meilleur. Pluton sur l'ascendant, Pluton sur le soleil, Pluton sur la lune, par exemple. En fait, vous l'avez compris, la mort, elle est souvent symbolique. On parle aussi de phase de changement, ça peut être, bien d'autres choses que la mort réelle. Il y avait beaucoup d'astrologues qui font dire: «Ah bah, Pluton sur le soleil, mort du père. Pluton sur la lune, mort de la mère. Au secours!» C'est vrai que ce sont les transits les plus redoutables, parce que ce sont les transits les plus métamorphosants. Ça indique des changements radicaux dans la vie du sujet. Souvent, quand Pluton passe sur un point vital d'un thème, il y a un avant et il y a un après. Si Pluton passe sur l'ascendant, ça génère souvent beaucoup d'angoisse, un climat obsessionnel. Ça peut faire entrevoir la mort, mais en fait, pour l'astrologue, ce sera toujours très difficile de savoir la différence entre un climat concret et un climat fantasmé. On va déjà commencer par un premier exemple rassurant. Emmanuel Macron a été réélu avec Pluton sur l'ascendant. Il est ascendant Capricorne. Un Capricorne, Pluton est passé sur son ascendant, et ben, non seulement il est pas mort, il a peut-être été un peu angoissé parce que le climat, sous lequel il a été réélu n'est peut-être pas le climat le plus propice pour être président, mais on peut dire que c'est un Pluton qui le transforme et qui, dans le meilleur des cas, ce transit de Pluton sur l'ascendant, bah, confronte à un climat de challenge. On se place dans une position où on dit souvent avec Pluton: «On meurt et on renaît, on change radicalement». Donc, avant de voir le pire, envisageons aussi tous les cas de personnes qui ont eu un Pluton qui est passé sur le Soleil, la Lune, l'ascendant et qui l'ont bien vécu. 2 exemples avec des prédictions qui ont été faites par un astrologue et qui a aussi durablement traumatisé, des personnes avec un transit de Pluton. Voilà Myriam Voilà Myriam, qui s'inquiète, qui vient en consultation parce que son elle vient pas en consultation d'ailleurs parce que c'était quelqu'un qui était venu nous parler, qui s'inquiète car son mari est malade. Alors elle va en consultation si pardon, dans un premier temps, elle a été en consultation voir un astrologue, très connu d'ailleurs, enfin très connu, reconnu en tout cas en 2019. 2019, on resitue bien, période pré-Covid.
Une période où dans le monde, l'anxiété était quand même un peu à son comble. Avec Pluton qui est sur son ascendant, comme tous les ascendants Capricorne qui ont vécu le Covid et qui ont eu Pluton qui a transité leur ascendant. Et donc elle va voir cet astrologue qui lui dit: «Ah bah, Pluton sur l'ascendant, votre mari va mourir». Sympa la prédiction pour le coup. D'où cet astrologue sort une ineptie pareille, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même violent de dire quelque chose comme ça. Parce que Pluton, dans son thème natal, est dans la maison 7, la maison du couple. Donc pour lui, basiquement, Pluton, qui vient de la maison 7, qui part du couple, va se promener partout, 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 partout ici, arrive dans la maison 12, la maladie, bah tiens, justement, son mari est malade, donc on s'y engouffre bien, et il arrive sur l'ascendant, bah, comme l'ascendant c'est le moi et que c'est elle, bah, le mari va mourir. Voilà, fin de l'histoire. Et quand je la vois très inquiète, et que je lui demande ce qui va pas, et qu'elle me raconte ça. Bon moi voilà, heu, je fais un bond, c'est pas possible d'entendre ça et en fait, j'apprends que l'astrologue n'a regardé ni le thème du mari, quand même le principal concerné, ni le thème de ses 2 enfants, qui vont être aussi, très impactés. C'est sur la base seule de son thème qu'il va juger qu'il va y avoir une mort dans cette famille. Quand il y a un climat anxiogène comme ça, on regarde le premier réflexe, c'est de regarder tout le monde pour savoir si tout le monde a les mêmes aspects. Si on n'a qu'un, il y a pas de raison que ce soit vrai. Effectivement, quand on regardait le thème des enfants, il n'y avait pas de souci majeur. Déjà, ça doit rassurer. Première hypothèse, Pluton certes est en maison 7 dans le thème, mais il est aussi maître de la maison 10 puisque Pluton est le maître du Scorpion. Donc ça veut dire que Pluton porte en lui l'énergie de la 7, c'est vrai, mais l'énergie de la 10 aussi. Donc qui passe sur l'ascendant, première idée, bah tu vas prendre ta retraite. Elle me dit que non, elle n'a pas prévu de prendre sa retraite à ce moment-là, elle aime bien son métier. Bon, le temps passe et le transit arrive. En 2019, effectivement, pouf, Pluton est pile dessus. Qu'est-ce qui se passe finalement? Eh bien, en fait, elle a quitté son travail finalement pour s'occuper de son mari qui était malade. C'était en 2019, nous sommes en 2024 et son mari n'est pas mort. Typiquement, comment a-t-elle vécu ce transit? Comme l'angoisse de la mort de son mari. Pluton sur l'ascendant, c'était: «J'ai peur que mon mari meure», c'est pas pour autant qu'il est mort et voyez toute la différence entre, le symbole et la mort réelle. Bon, c'est pas la meilleure façon de vivre ce transit, mais c'est quand même bien rassurant de se dire qu'après tout, il est toujours en vie. On a un autre exemple, qui n'est pas de moi, qui est un exemple de quelqu'un, qui a consulté, ma mère, mais j'aime bien cet exemple parce qu'il est très parlant là-dessus. C'est Lucie, qui est psychologue et qui vient en consultation pour savoir à quelle période de l'année son père va mourir afin qu'elle prenne son congé de vacances pour être auprès de lui. Donc elle arrive en consultation en 1980. On peut se dire qu'effectivement, papa est important dans la vie de Lucie. Parce qu'on a déjà bon, vous voyez, on a un soleil Neptune-Saturne dans la maison 8 et puis lune noire dans la maison 8, qui est aussi la maison de la mort. Donc on peut comprendre l'inquiétude avec la lune noire, Lilith vraie, de la mort du père. Mais c'est un ascendant Verseau, le maître d'ascendant, c'est Saturne. Alors c'est un des 2 maîtres d'ascendant, hein, puisque les anciens prenaient, Saturne, les modernes prennent Saturne et Uranus. Hein, avant la découverte d'Uranus, c'était Saturne. Donc Saturne, maître d'ascendant, le mois toujours est conjoint Neptune-Soleil. C'est dire, l'importance de papa dans sa vie. On dit en astropsychologie, si vous nous connaissez un peu, que Saturne s'identifie à Soleil-Neptune. Ça veut dire que ce père est hyper représentatif. Avec Neptune, c'est un père idéalisé. On peut songer à un fort Oedipe. Il y a un attachement très fort. Or, effectivement, quand elle vient consulter, le ciel astral a de quoi être inquiétant. Heu, Pluton, dieu de la mort et des enfers, est en train de passer sur ce soleil en 8, le père. On pourrait encore dire, comme dans le cas précédent: «Oups, risque de mort du père sur, voilà, sur ce soleil dans la maison 8. En plus, on a Saturne qui est quand même, apporte en général avec lui un climat parfois un peu dépressif, qui transite Vénus. On sent que c'est pas le moment où on se sent, bien, on se sent sur le plan affectif, fragilisé et en plus Mars rétrograde et sur, Pluton. Vous voyez, le dieu de la guerre sur le dieu de la mort, on sent que le climat il est assez dur et puis en plus, en direction ou en révolution solaire, tout allait dans le sens, d'une maison 8 et de la mort, très, très marquée. Et là, on lui demande,
«Et au fait, depuis combien de temps votre père est malade?» Et là, oh surprise, elle dit: «Bah, mon père n'est pas malade». «Mais alors pourquoi voulez-vous qu'il meure?» Puisqu'elle, elle en était à programmer ses vacances quand même. «Eh bien, en fait, il meurt pourquoi voulait-elle qu'il meure? Parce que début mai 79, un an avant, en gros, eh ben, elle a consulté un astrologue qui lui a dit que son père allait mourir. Elle consulte cet astrologue au moment où Mars, toujours notre dieu de la guerre, est ici, opposé au soleil en 8. Donc quelque chose d'agressif, d'agressant. Et pendant un an, elle a vécu avec cette angoisse. Ses transits étaient très forts. Et en fait, elle l'a pas vécu comme la mort du père. Son père, encore une fois, là aussi, dans ce cas-là, n'est pas mort. C'est l'angoisse qu'elle a vécue et une angoisse qui vient d'une prédiction. Souvent, nous, quand on a quelqu'un qui vient nous voir pour, une révolution solaire, pour des prévisions, eh bien, on va aussi déjà regarder si jamais elle a une lune forte dans son thème ou un Neptune fort, hein, parce que le Poisson, le Cancer sont les plus, souvent influençables ou les plus fragiles. Est-ce que vous avez déjà consulté quelqu'un avant qui vous aurait dit quelque chose? Parce que du coup, on n'interprète plus du tout pareil et on donnera pas des prévisions qui seront les mêmes en fonction de ce qu'elle a connu. Bon, un exemple un peu plus sympa, un peu dans la lignée de Macron qui a été réélu avec Pluton, avec Marc-Olivier Fogiel. Marc-Olivier Fogiel, c'est un Cancer avec un soleil en 5, la maison des enfants. Ce qui indique quand même que c'est quelqu'un pour qui la paternité est essentielle et on l'a souvent vu dire que pour lui, être papa était, vital. C'était viscéral. Il n'envisageait pas la vie sans être père. Or, avec sa lune Bélier qui opposait Uranus-Pluton, donc ça aussi, ça a trait à sa vie affective. Uranus-Pluton sont 2 planètes dites transgressives et avec Uranus, on sait que c'est la planète de l'anticonformisme. Ben, on sait on cet aspect-là est symptomatique de sa vie affective non conformiste puisqu'il est homosexuel et qu'être homosexuel, c'est pas simple pour, avoir des enfants à une période où la GPA en France n'est pas reconnue. On sent quand même un combat derrière. C'est un thème quand même très solide avec cet Uranus-Pluton. C'est quand même toujours important de savoir que pour bien vivre des transits de Pluton, il vaut mieux avoir un thème quand même un peu costaud et de battant. Certainement, se battre pour avoir un enfant avec un système de GPA à l'étranger, c'est pas un parcours facile. Mais bon, quand on a un thème comme celui-là, avec Uranus et Pluton, des planètes très fortes qui vont toucher la Lune, on imagine aisément que s'il y a un transit dans sa vie d'Uranus ou de Pluton, hein, les planètes les plus transformantes, hein, Uranus un peu brutal toujours et puis Pluton, un peu plus insidieuse, eh bien ce sera significatif pour lui, de la vie sentimentale, hein, puisque la Lune, vient aussi de la maison 5. Vous voyez, même si, le maître de la 5 c'est Mercure, puisque ça commence en Gémeaux, il y a quand même une grande partie de la maison 5 qui est en Cancer. Le deuxième maître de la 5 c'est la Lune, donc quand un transit passe sur la Lune, ça peut impacter la paternité dans son cas. C'est exactement ce qui s'est passé. En avril 2011, il est devenu papa d'une petite fille née sous GPA, lorsque Uranus était sur la Lune, hein, opposé donc à tout ça. Donc, paf, c'est souvent hein, qu'Uranus se déclenche pour des accouchements chez les femmes, en tout cas, mais un changement de vie majeur. Et dans le même temps, ben, notre fameux dieu de la mort, Pluton, il est arrivé en carré exact, enfin quasi hein, exact, à cette Lune Chiron. Hein, Lune Chiron, la blessure avec Chiron, mais la Lune, et donc ce carré de Pluton à la Lune, c'est pas la mort de sa mère, c'est pas quelque chose de si problématique que ça puisqu'il devient papa. Ça affecte directement cette maison 5 ici et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en 2013, il a eu une autre petite fille en GPA, pareil et Pluton avait continué sa route pour devenir opposé au Soleil et là non plus, le père n'est pas mort, lui n'est pas mort, il a pas eu des problèmes gynéco, je ne sais pas quoi. Enfin, je ne sais pas quel mauvais transit, c'est avec un Pluton opposé au Soleil, par définition un transit qui fait peur, qu'il est devenu papa. Vous voyez? Comme quoi, tout est symbolique et qu'on peut se transformer avec Pluton et que c'est pas forcément épouvantable. Donc pitié, ne croyez pas toujours ce que vous lisez ou ce qu'on vous dira. L'astrologie, ça n'est pas ça. Ça suppose une vue globale, une connaissance parfaite de l'individu qu'on a en face de soi, pas quelque chose d'automatique donc. Il faut déjà l'interroger, le comprendre la personne, avoir un certain recul, faire un effort d'objectivité.
Méfiez-vous de ceux qui vont projeter des conseils qui ne sont pas basés sur votre personnalité. L'astrologie donne des outils pour aider. C'est une sorte d'aide au diagnostic, ça vous donne des potentiels. Ça n'apportera jamais de recette miracle. C'est pas bon signe si quelqu'un est sûr. Ça n'apportera pas de réponse définitive. Elle donne un éclairage intéressant, une compréhension de certains mécanismes de comportement et des pistes et des climats pour mieux vivre nos potentialités. Alors, s'il vous plaît, ne vous fiez plus aux horoscopes, ne vous fiez pas aux personnes trop sûres d'elles, ne lisez plus Astrothème en pensant que ça peut être absolument certain. Méfiez-vous des grimoires, hein, aussi, et surtout la personne que vous choisirez pour une question qui est essentielle pour vous. Choisissez-la en vous sentant en parfaite confiance. Faites confiance au bouche à oreille, aux personnes qui vous auront conseillé. C'est pas la personne la plus célèbre qu'il faut prendre, c'est pas celle qui a le plus de followers non plus. Voilà, c'est la personne qu'on vous aura conseillée et avec laquelle vous vous sentez bien. Et ça, c'est quand même l'essentiel et surtout si vous avez été «victime» entre guillemets, d'une prévision, d'un conseil qui vous traumatise, aujourd'hui parlez-en, parlez-en à quelqu'un, parlez-en à d'autres astrologues et je suis sûre qu'on dédramatisera ça parce que l'astrologie, ça ne sera jamais, jamais de la prédiction absolue avec un côté fataliste. J'espère qu'on vous aura aidé et puis, retrouvez-nous de toute façon sur, Astro Bistro pour d'autres vidéos. À bientôt.